Sandrine avait toujours été une femme forte. Du moins, c'est ce qu'on avait coutume de lui dire, mais la force, lorsqu'elle devient une obligation quotidienne, finit par peser comme une corde qui vous serre la poitrine, un garrot invisible qui coupe le souffle. Et quand elle regardait ses enfants, ces deux petits êtres qui dépendaient entièrement d'elle, elle sentait que chaque jour était une épreuve silencieuse que personne d'autre ne voyait, une bataille menée dans le secret de son cœur. Léo et Hugo, des jumeaux, deux miracles arrivés ensemble dans le monde, et deux cœurs qui, dès le premier instant, n'avaient jamais pu voir la lumière. Les médecins l'avaient expliqué avec des mots froids, scientifiques, impossibles à adoucir, cécité congénitale irréversible, sans aucune possibilité de correction. Sandrine se souvenait parfaitement de l'instant précis où elle avait entendu le mot « irréversible ». C'était comme si l'air s'était solidifié en pierre autour d'elle, comme si l'avenir s'était brisé en deux, celui qu'elle avait imaginé, vibrant de couleurs et de sourires partagés, et celui qui lui restait vraiment, un chemin plongé dans une pénombre constante. Le père des enfants n'avait pas supporté le choc. Au début, il avait promis de rester, il avait juré de se battre à ses côtés, mais les promesses que l'on fait avec la peur au ventre sont comme des feuilles mortes. Il suffit d'un souffle de vent pour qu'elles s'envolent et disparaissent à jamais. Un soir, il était sorti de la maison en disant qu'il avait besoin de réfléchir. Il n'était jamais revenu. Depuis ce jour, Sandrine avait appris à n'attendre rien de personne, seulement d'elle-même. Léo et Hugo grandirent ensemble dans un monde sans couleur ni forme, mais peuplé de sons qui, pour eux, avaient une précision stupéfiante, un relief que les voyants ne pourraient jamais soupçonner. Ils apprirent à marcher en se guidant par l'écho de leurs propres pas sur le parquet, par le frôlement délicat de leurs mains sur les murs texturés, par le murmure du vent s'engouffrant par les fenêtres de leur appartement. Ils reconnaissaient le son de chaque meuble, le grincement particulier de chaque porte, la résonance de chaque coin de la maison. Ils pouvaient distinguer trois types de silence, le silence tranquille et apaisant des après-midi de jeu, le silence dangereux d'un objet tombé au sol, et le silence lourd qui annonçait que leur maman était triste. Ils étaient si petits, et pourtant, ils possédaient une sensibilité qui laissait n'importe qui sans voix. Hugo tapotait la table du bout des doigts et savait s'il y avait quelque chose dessus, juste par la vibration du bois. Léo pouvait identifier si sa mère souriait simplement par la légère modification de son expiration, une inflexion presque imperceptible dans son souffle. Sandrine les voyait se mouvoir avec ce mélange de fragilité et de courage, et son âme se tordait de douleur, car aussi indépendants qu'ils puissent paraître, ils étaient complètement vulnérables face à un monde construit pour des yeux qu'ils n'avaient pas. La routine était leur ancre, leur forteresse. Ils se réveillaient tôt, tâtonnaient le chemin vers la cuisine, cherchaient les chaises avec une prudence infinie, prenaient leur petit déjeuner en sentant la chaleur de la tasse plus que le goût de son contenu. Ensuite, ils jouaient dans le salon avec des objets que seuls eux savaient interpréter. Un simple verre servait de tambour, une boîte vide devenait une grotte mystérieuse, une écharpe se transformait en rivière sinueuse. Ils vivaient d'imagination, mais ils vivaient aussi de limites. Parfois, ils posaient des questions qui brisaient leur mère en mille morceaux. « Maman » demandait Léo de sa voix douce, « comment est ton visage ?» Sandrine tentait de l'expliquer. La forme de son nez, la courbe de son sourire, la texture de ses cheveux. Mais il y avait quelque chose dans leur regard absent qui lui rappelait cruellement que les mots ne seraient jamais suffisants, qu'un abîme séparait ces descriptions de leur réalité. « Et le ciel, maman » ajoutait Hugo. « Pourquoi tout le monde dit qu'il est si grand ?» Elle prenait une profonde inspiration, cherchant une réponse qui ait du sens. Mais comment décrire quelque chose qui ne se comprend que lorsqu'on le voit? C'est comme un énorme câlin, répondait-elle parfois, un câlin qui couvre tout le monde. Elle ne savait pas s'il comprenait, mais il souriait toujours en l'entendant. Sandrine avait dépensé tout ce qu'elle possédait en consultation, en voyage chez des spécialistes. Elle avait mendié des deuxièmes avis, des troisièmes, des quatrièmes, dans 3 régions différentes, dans des hôpitaux renommés et des petites cliniques recommandées par des mères désespérées comme elle. Mais elle obtenait toujours la même réponse, froide et définitive. Rien ne pouvait être fait. L'obscurité faisait partie d'eux, comme les battements de leur cœur. Avec le temps, elle cessa de chercher des miracles. Elle cessa de prier. Elle cessa de croire que quelque chose hors de son contrôle pourrait changer ce qui était écrit dans leur vie. Elle se résigna à construire un monde sûr pour eux à l'intérieur de leur petit appartement, où chaque objet aurait sa place, où il n'y aurait pas de risque, où la routine serait la seule forme de protection. Mais bien qu'elle essaya de se convaincre qu'elle avait tout accepté, la vérité était qu'elle vivait dans la peur. La peur de ne pas être suffisante.
La peur qu'un jour quelque chose leur arrive et qu'elles ne puissent l'éviter. La peur d'imaginer un avenir où les deux enfants qu'elle aimait tant devraient survivre sans elle. Pourtant, chaque nuit, lorsque les jumeaux dormaient enlacés comme s'ils ne formaient qu'un seul corps, Sandrine les observait avec un mélange de tendresse et de douleur. Les doigts de Léo cherchaient toujours la main d'Hugo, comme s'il craignait de le perdre même en rêve. Et Hugo, même endormi, rapprochait sa tête de la poitrine de son frère pour entendre sa respiration. Ils étaient inséparables. Deux vies entrelacées, deux âmes naviguant ensemble dans la même obscurité. Sandrine leur caressait les cheveux lentement, avec précaution. Parfois, des larmes lui échappaient, mais elle veillait toujours à ce qu'ils ne l'entendent pas. Elle ne voulait pas qu'ils pensent que sa tristesse avait un rapport avec eux. C'était le contraire. Ils étaient la raison pour laquelle elle continuait d'avancer. Ils ne savaient pas ce qu'était la lumière. Ils ne savaient pas ce qu'était la peur du noir. Ils ne savaient rien du monde tel que la plupart des gens le connaissaient. Et pourtant, il y avait tant plus de vie que chez beaucoup de ceux qui pouvaient voir. Sandrine croyait que tout resterait ainsi pour toujours. La même maison, la même routine, la même ombre éternelle dans les yeux des jumeaux. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour ordinaire, quelque chose viendrait tout changer, tout ce qu'elle tenait pour acquis. Elle n'aurait jamais imaginé que ses enfants, les enfants qui n'avaient jamais vu un seul rayon de lumière, feraient l'expérience de quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer. Car avant que ce miracle ne se produise, il y eut une décision simple, une sortie sans importance, une promenade qui ne coûtait rien et une porte ouverte qui les conduirait vers quelque chose qu'aucun d'eux n'était préparé à affronter. Mais cela viendrait plus tard. Ce jour-là, Sandrine n'avait pas de plans spéciaux pour ses enfants. Les obligations, les factures en attente, l'incertitude de l'avenir, tout cela lui pesait. Et pourtant, Léo et Hugo trouvaient toujours le moyen de lui demander quelque chose qui ne s'achetait pas avec de l'argent. Marcher, sentir le vent, écouter le monde. C'était la seule chose qui les faisait vraiment sourire. Ce jour-là, comme tant d'autres fois, Sandrine décida de les emmener faire une promenade dans les rues paisibles du quartier. Les jumeaux marchaient main dans la main, se déplaçant avec ce rythme propre à ceux qui ont appris à s'orienter par des sons que les autres ne perçoivent même pas. Leurs pas étaient courts, mais sûrs, et elle les observait avec un mélange de fierté et de nostalgie. L'air sentait les feuilles mortes, la terre humide et la baguette fraîche qui sortait de la boulangerie du coin. Hugo le reconnut immédiatement. « Ça sent bon », dit-il avec un petit sourire. Sandrine lui caressa les cheveux. « C'est du pain au chocolat », répondit-elle. « Peut-être qu'un autre jour, on en achètera un. » Léo, de son côté, écoutait attentivement l'écho des voitures lointaines, le gazouillis d'un oiseau sur un câble, le murmure des voisins qui ouvraient leurs fenêtres. Son monde était une carte de vibration. Il marchait sans hâte quand quelque chose arrêta les jumeaux en même temps, comme si une corde invisible les avait tirés par les épaules. Léo fut le premier à froncer les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» demanda-t-il en penchant la tête. Sandrine suivit la direction dans laquelle il regardait. Une vieille église en pierre en Normandie, avec sa porte massive entr'ouverte. De l'intérieur s'échappait un mélange inimitable, encens, cire fondue et fleurs. « C'est une église », expliqua-t-elle. « L'odeur vient de l'encens. » Hugo serra les doigts de sa mère dans sa main. « On peut entrer ?» Sandrine hésita. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas franchi une porte comme celle-là. Longtemps depuis qu'elle avait cessé de croire, ou plutôt, depuis que l'espoir avait cessé de croire en elle. Mais les jumeaux tirèrent sur ses mains avec une douceur insistante. « S'il te plaît, maman » demanda Léo. Il était difficile de résister à sa voix, et bien qu'une partie d'elle veuille continuer son chemin, quelque chose de plus profond, peut-être un fil rompu en elle, la poussa à acquiescer. Ils entrèrent. L'intérieur de l'église était empli de murmures, de pas dispersés, de l'écho doux des prières qui se mêlaient au son lointain de l'orgue. Des familles entières occupaient les bancs, des mères avec des bébés dans les bras, des personnes âgées avec des chapelets usés. Sandrine resta au fond, essayant de passer inaperçue. Elle ne voulait déranger personne. Elle ne voulait pas que les regards se posent sur les jumeaux, comme cela arrivait parfois dans la rue quand quelqu'un disait à voix basse « les pauvres ». Ils n'avaient pas besoin de pitié, ils avaient besoin de respect. Les jumeaux restèrent immobiles quelques minutes, à l'écoute. Mais Hugo commença à s'agiter, comme si quelque chose en lui palpitait avec force. « Je veux marcher », murmura-t-il.
Sandrine accepta. Elle les emmena par l'allée latérale, où les gens s'arrêtaient rarement. Léo marchait devant, touchant doucement le mur du bout des doigts, suivant sa vibration. Hugo avançait à ses côtés, attentif à chaque son, à chaque respiration, comme si l'église cachait un secret. Et c'est alors que Léo trébucha sur quelque chose. Il ne tomba pas, mais il arrêta sa marche nette. Ses mains touchèrent une surface froide, dure, ancienne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Sandrine s'approcha pour voir. Là, dans une niche en pierre, se trouvait une statue de la Vierge. Elle était petite, en marbre blanc, avec un manteau délicat, sculpté de lignes fines, et un visage qui transmettait une sérénité impossible à décrire. « C'est la Vierge Marie », répondit-elle à voix basse. Hugo, en entendant le nom, s'avança jusqu'à son frère et tendit la main, explorant la figure comme ils exploraient tout ce qui était inconnu. La pulpe de ses doigts parcourut la courbe du manteau, le visage doucement incliné, les mains tendues en un geste de protection. Mais quelque chose fut différent cette fois. Les mouvements des jumeaux devinrent plus lents, presque irrévérencieux, comme s'ils sentaient que ce n'était pas un simple objet. Leurs doigts tremblèrent légèrement en touchant le marbre glacé, mais ils ne retirèrent pas leurs mains, au contraire, ils l'approchèrent davantage. Léo fut le premier à se tendre. Sa respiration changea, s'accéléra, et quand Sandrine se pencha pour lui parler, elle vit que l'enfant avait la lèvre tremblante. Elle est froide, murmura-t-il, mais c'est comme si. Il ne termina pas sa phrase. Un sanglot s'échappa de sa poitrine, un sanglot profond, inattendu. Hugo, à côté de lui, se mit soudain à pleurer aussi. Ce n'était pas un pleur de peur ou de douleur. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si une émotion enfouie dans un endroit qu'ils ignoraient eux-mêmes venait de se réveiller. « Léo, Hugo, qu'est-ce qui se passe » murmura Sandrine, alarmée. Les enfants ne répondirent pas, ils continuèrent simplement à toucher la statue, des larmes coulant sur leur visage sans qu'ils comprennent pourquoi. Sandrine sentit un nœud se former dans sa gorge. Une partie d'elle voulait éloigner les enfants, les emmener, les protéger de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Une autre partie, celle qui était éteinte depuis longtemps, sentit un frisson qui n'était pas de la peur, mais quelque chose de très proche de la foi. Mais elle n'était pas prête à l'accepter. Elle les serra dans ses bras pour les calmer, les écarta doucement du marbre et sortit de l'église presque en courant. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne voulait voir personne observer, ni donner d'explication. Elle voulait juste rentrer à la maison, fermer la porte et retrouver le contrôle que cet instant leur avait arraché. Tandis qu'ils avançaient dans la rue, les jumeaux toujours agrippés à elle, Sandrine essaya de convaincre son propre cœur que ce n'était rien, que les enfants s'étaient simplement laissés emporter par l'émotion, que cela n'avait aucune signification. Mais les larmes de Léo mirent longtemps à sécher. Et Hugo, qui ne parlait presque jamais en marchant, murmura quelque chose qui la glaça. « Maman, j'ai senti quelque chose. » Sandrine déglutit. « Que as-tu senti » L'enfant secoua la tête, comme s'il ne savait pas non plus l'expliquer. « Je ne sais pas, mais c'était. C'était beau. » Sandrine ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas, car pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit que quelque chose hors de sa compréhension venait de bouger, quelque chose qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'attendait pas, et dont elle ne savait pas encore si elle devait le craindre ou l'accueillir. Et ce jour, qui semblait si ordinaire, commença à se transformer en le fil invisible qui les mènerait vers un lieu où la logique ne pouvait pas entrer. Pendant plusieurs jours, Sandrine tenta de se convaincre que ce qui s'était passé dans l'église n'était rien de plus qu'une réaction émotionnelle. Les jumeaux étaient sensibles, profondément perceptifs. Peut-être que l'atmosphère, l'encens, la musique, tout cela les avait submergés. Tout avait une explication rationnelle, se répétait-elle chaque fois que l'image de ses fils pleurant devant la Vierge traversait sa mémoire. Mais la tranquillité, cette routine sûre dans laquelle elle se réfugiait, commença à se fissurer. Le premier changement fut avec Léo. Un matin, alors que Sandrine préparait le petit déjeuner, elle entendit un son différent dans le salon. Ce n'était pas un coup, ni une chute, c'était le silence. Un silence tendu, contenu. Elle laissa ce qu'elle tenait et courut vers le salon. Léo était debout au milieu de la pièce, immobile, la respiration haletante et les mains levées comme s'il essayait de toucher quelque chose d'inatteignable. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour » demanda Sandrine en s'approchant doucement.
L'enfant tourna la tête vers la voix de sa mère, mais ce mouvement fut différent. Précis, dirigé, comme s'il savait exactement où elle se trouvait. « Maman, murmura-t-il, il y a quelque chose. » Sandrine sentit l'air se coincer dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu sens, Léo? Tu as mal quelque part? » Il secoua la tête, tremblant. « Non. C'est comme si. » Tout était différent. Sandrine s'agenouilla devant lui, lui prenant les mains. « Différent comment? » Léo leva les doigts, les bougeant lentement devant son visage comme s'il suivait une trace invisible. « Quand je fais ça, je sens quelque chose que je ne sais pas dire. » C'était impossible, complètement impossible. Et pourtant, l'expression de l'enfant ne laissait aucune place au doute. Il n'inventait pas, il n'était pas confus. Il faisait l'expérience de quelque chose de nouveau, quelque chose que même lui ne comprenait pas. Sandrine sentit un frisson lui remonter le long du dos. Elle essaya de le calmer, lui disant que c'était probablement la fatigue, qu'il avait peut-être mal dormi, mais l'enfant resta agité le reste de la journée, comme si son propre corps lui donnait des signaux qu'il ne savait pas interpréter. Elle tenta de l'oublier, jusqu'à ce que cela arrive à Hugo. Un après-midi, alors qu'elle pliait le linge, elle entendit la voix du petit depuis le salon, « Maman ». Il y avait quelque chose d'étrange dans cet appel, quelque chose qui lui glaça le sang avant même qu'elle ne se lève. Quand elle arriva, Hugo était assis par terre, ses jouets à côté, mais il ne jouait pas. Il regardait, ou tentait de regarder, vers la fenêtre. Sa main pointait en ligne droite, sans hésitation. « Il y a quelque chose là, » dit-il d'un filet de voix. Sandrine s'approcha lentement. « Où ça, mon trésor ?» Hugo pointa de nouveau, cette fois avec plus de fermeté, vers la vitre par laquelle entrait la lumière extérieure. À cet instant précis, de l'autre côté de la fenêtre, plusieurs personnes marchaient sur le trottoir. Sandrine pouvait les voir clairement. Mais Hugo n'avait jamais pu percevoir un mouvement comme celui-là. Jamais. Son cœur se mit à battre à tout rompre. « Hugo, qu'est-ce que tu vois ?» L'enfant fronça les sourcils, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui passe par là. » Léo, qui était assis sur le tapis, leva la tête d'un coup, attentif lui aussi, comme s'il percevait la même chose. Sandrine sentit ses jambes trembler. Elle se laissa tomber sur le canapé, incapable de comprendre ce qui se passait. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas des jeux. Quelque chose était en train de se passer, et cela commençait à lui faire peur. Dans les jours qui suivirent, les changements devinrent impossibles à ignorer. Léo commençait à tourner la tête vers des endroits où il y avait du mouvement, même quand il n'y avait aucun son. Hugo soulevait des objets avec une précision qui était auparavant impensable, comme s'il pouvait en deviner la position. Parfois, quand Sandrine entrait dans une pièce sans faire de bruit, l'un des deux levait le regard, un regard vide, oui, mais dirigé vers l'endroit où elle se tenait. Chaque fois que cela se produisait, Sandrine sentait un tourbillon dans son estomac, un mélange d'angoisse et d'incrédulité, et quelque chose de plus dangereux, quelque chose qu'elle avait profondément enterré, quelque chose qu'elle refusait de laisser remonter à la surface, l'espoir. Une nuit, alors que les jumeaux dormaient, Sandrine resta assise dans l'obscurité de la cuisine. Elle ne pouvait s'empêcher de penser, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle voyait, mais elle ne pouvait pas non plus le nommer sans que sa voix ne tremble. Elle se souvint du jour où elle avait cessé de croire. Elle se souvint du poids de ce mot qui l'avait écrasé des années auparavant, irréversible. Elle se souvint comment elle s'était promis de ne plus jamais tomber dans de vaines illusions. Mais maintenant, c'étaient ses enfants qui brisaient toutes ses certitudes. Elle pensa à la statue, au marbre froid, aux pleurs incompréhensibles, au tremblement de leurs petites mains. Et pendant un instant minuscule mais réel, elle sentit que quelque chose en elle s'ouvrait, comme une fissure laissant passer un rayon de lumière. C'était peut-être possible. Elle essaya de chasser l'idée, de s'accrocher à la logique, au concret, au rationnel, mais elle ne le put, car chaque geste, chaque signe des jumeaux, chaque petit changement était là, jour après jour, grandissant, évoluant, la poussant vers une vérité qu'elle ne voulait pas accepter. Un matin, incapable de supporter plus de doutes, elle prit une décision. Le cœur battant dans sa gorge,
elle décrocha le téléphone et prit rendez-vous avec l'ophtalmologue qui avait suivi le cas des jumeaux depuis leur naissance, le docteur Valérie Dubois. Si quelque chose se passait, si vraiment quelque chose changeait chez les enfants, elle devait le savoir. Elle avait peur, très peur. Mais la peur, pour la première fois depuis longtemps, n'était pas de perdre, mais de croire. La salle d'attente du cabinet médical du docteur Dubois sentait le désinfectant, les vieux papiers et le café. Sandrine était assise entre deux chaises en plastique, les jumeaux de chaque côté, serrant leurs mains avec une force presque douloureuse. Elle ne savait pas si elle tremblait de peur ou de la possibilité lointaine, absurde, impossible, que son intuition soit juste. Léo agitait les pieds, inquiet, écoutant le murmure des autres patients. Hugo jouait avec le bord de sa veste, bien que sa tête s'inclinât par moments vers les lumières du plafond, comme si quelque chose là-haut captait son attention sans qu'il le comprenne lui-même. Quand la réceptionniste appela, la famille Duval, Sandrine sentit son cœur s'arrêter un instant. Le docteur Dubois les reçut avec son sourire chaleureux habituel, celui qui avait consolé Sandrine dans les pires moments, quand les enfants n'étaient que des bébés avec des diagnostics trop lourds pour leur petit corps. « Bonjour, Léo. »« Bonjour, Hugo », salua-t-elle en se penchant pour être à leur hauteur. Les jumeaux répondirent un timide « Bonjour », mais Léo leva légèrement le visage vers l'endroit où se trouvait la doctoresse. Avec trop de précision. Elle fronça les sourcils. Sandrine le remarqua. « Entrez, je vous en prie. » Le cabinet était vaste, rempli d'appareils et de lumière douce. Les jumeaux connaissaient cet endroit par le son, pas par la vue, mais ce jour-là, ils semblaient réagir à quelque chose de plus, quelque chose qui n'existait pas auparavant dans leur perception. La doctoresse commença par des examens simples, des mouvements de lumière, des points brillants, des stimuli visuels qui, pendant des années, n'avaient généré aucune réaction significative. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Léo, assis sur la table d'examen, tourna la tête vers un éclat de lumière que la doctoresse déplaçait lentement sur le côté. Il tourna, sans hésiter. La doctoresse resta immobile. Sandrine, réalisant ce qui venait de se passer, sentit une vague de vertige la submerger. Le docteur Dubois se tourna vers elle, ses yeux écarquillés. « Il a déjà fait ça avant ?» Sandrine secoua la tête, les mains moites. « Jamais. » La doctoresse approcha une petite lampe de poche, la déplaçant de haut en bas, de gauche à droite. Les yeux de Léo ne suivaient pas le point lumineux avec clarté, mais ils réagissaient. Il clignait des yeux, se tendait, sa respiration changeait selon la position de la lumière. C'était faible, imparfait, confus, mais c'était une réponse. Une réponse qui ne devrait pas exister. La doctoresse recula d'un pas, portant une main à sa bouche. Puis elle appela une collègue du cabinet, le docteur Isabelle Leclerc, qui entra avec curiosité et sortit avec incrédulité. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Ce fut au tour d'Hugo. Bien que plus lent que son frère, il réagit aussi. Pas de la même manière, pas avec autant de précision, mais suffisamment pour que le silence dans la salle devienne lourd, presque incassable. Le docteur Dubois éteignit les appareils, s'assit en face de Sandrine et la regarda avec des yeux qui ne parvenaient pas à cacher son trouble. « Je vais être très honnête avec vous, » dit-elle enfin. « Je ne peux pas expliquer ce qui se passe. J'ai vu les examens de vos enfants depuis leur naissance. Leur système visuel était complètement inactif. Il n'y avait aucune réponse neurologique. Aucune. » Sandrine sentit l'air lui manquer. « Alors, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je ne sais pas. » Leurs yeux réagissent, même de manière minime. « Et ça ?» Elle prit une profonde inspiration. Ça ne devrait pas être possible. Le mot « possible » resta en suspens dans l'air, comme un écho impossible à ignorer. La doctoresse continua. « Je veux les envoyer voir un spécialiste en neuro-ophtalmologie, le professeur Bernard Lamarck à Paris. Il pourra faire des études plus approfondies. Ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai besoin que ce soit confirmé par une technologie de pointe. » Sandrine hocha la tête, bien que ses mains tremblassent. La doctoresse se pencha en avant. « Sandrine, écoutez-moi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont retrouver une vision complète. Ni même que cela va progresser. Mais je dois vous dire que quelque chose est en train de changer dans leur système neurologique, et je ne trouve aucune raison médicale à cela. » Sandrine déglutit. « Est-ce que ça peut être une erreur ?
demanda-t-elle dans un murmure. La doctoresse secoua fermement la tête. Non, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des réponses réelles. Ce qui se passait. Extraordinaire. Extraordinaire. Un mot magnifique. Un mot dangereux. Un mot que Sandrine ne s'était pas autorisée à croire depuis si longtemps. Ils sortirent du cabinet en silence. L'air frais frappa le visage de Sandrine et l'obligea à s'arrêter un moment, à fermer les yeux et à serrer les dents pour ne pas s'effondrer en pleine rue. Léo, sans la voir, toucha sa main. « Tu es triste, maman ?» « Non, mon chéri, » répondit-elle d'une voix brisée. « Je ne suis pas triste. » Hugo fit quelques pas en avant et, en passant à côté d'un buisson, il s'arrêta. « Il y a des fleurs, dit-il. » Sandrine ouvrit les yeux. « Comment le sais-tu » L'enfant fronça les sourcils. « Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose brillait là. » Sandrine sentit que ses jambes peinaient à la soutenir. Cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, elle descendit dans la cuisine. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre l'horloge marquer chaque seconde, comme un rappel douloureux que la vie continuait d'avancer. Elle se laissa glisser au sol, le dos contre le mur, et pleura. Elle ne pleura pas comme une mère désespérée. Elle pleura comme quelqu'un qui voit une porte s'entr'ouvrir après des années d'obscurité et qui a peur de s'approcher, car si ce miracle était réel, il pouvait tout changer. Mais s'il ne l'était pas. Elle ne voulait même pas y penser. Entre deux sanglots, elle porta les mains à son visage. « Si quelqu'un m'écoute, » murmura-t-elle sans savoir à qui elle parlait, « s'il vous plaît, ne me faites pas croire pour ensuite me reprendre ça. » C'était la première prière qu'elle prononçait depuis des années, et ce ne serait pas la dernière. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon que Sandrine ne sut comment gérer. Tout semblait pareil, et en même temps, rien ne l'était. La vie quotidienne continuait, petit déjeuner tiède, linge à plier, l'écho doux des pas des jumeaux parcourant la maison. Mais sous cette routine tranquille, quelque chose vibrait, quelque chose de nouveau, qui grandissait, qui changeait, qui respirait entre les murs. Léo fut le premier à montrer des progrès plus clairs. Ce n'étaient pas des sauts énormes, mais de petits éclats, comme si son monde, autrefois complètement sombre, commençait à se fissurer, laissant entrer des fils microscopiques de lumière. Parfois, il s'arrêtait devant une fenêtre et fronçait les sourcils comme s'il sentait un picotement inconnu. « Maman, il y a quelque chose là » murmurait-il en pointant la main vers l'endroit où la clarté filtrait. Hugo, bien que plus lent, changeait aussi. Il s'arrêtait devant des objets qu'il ignorait auparavant. Il touchait une tasse, une lampe, un livre, et levait la tête vers l'endroit où ces objets étaient censés se trouver, essayant de les regarder, bien que sans y parvenir tout à fait. Sandrine les observait avec peur, avec espoir, avec les deux sentiments mêlés dans sa poitrine comme un nœud impossible à défaire. Il y avait des matins où elle avait l'impression de rêver, que tout était trop étrange pour être réel. D'autres matins, elle se réveillait terrifiée à l'idée que cela puisse s'évanouir, comme si la vie pouvait tout retirer du jour au lendemain, les laissant à nouveau dans cette obscurité éternelle. Mais les changements continuèrent. Un jour, Léo ramassa un crayon avec une précision qui n'existait pas auparavant. Hugo, sans que personne ne fasse de bruit, se tourna pour regarder Sandrine quand elle entra dans le salon. Ce n'était pas suffisant pour appeler cela la vision. Pas encore. Mais c'était quelque chose que les médecins n'avaient jamais vu, quelque chose qui grandissait à un rythme impossible à expliquer. Sandrine gardait son téléphone allumé en permanence, attendant l'appel du professeur Lamarck à Paris. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'aucune machine, aussi moderne soit-elle, ne lui donnerait une réponse qui calmerait le tremblement qu'elle portait en elle, car rien ne pouvait expliquer ce qui se passait. Et puis arriva le moment que personne n'aurait pu imaginer. C'était un matin tranquille, sans rien de spécial. L'arôme du café emplissait la cuisine. Les jumeaux jouaient dans le salon avec des cubes en bois. Sandrine essuyait quelques assiettes, essayant de ne pas trop penser, de ne rien anticiper. Soudain, un silence étrange s'installa dans la maison. Un silence profond, lourd. Sandrine sentit l'air s'arrêter. « Léo » appela-t-elle, avec un pressentiment qui lui hérissa la peau. Pas de réponse. Elle laissa tomber son torchon et se dirigea rapidement vers le salon. L'enfant était là, debout, immobile, les doigts légèrement écartés, comme s'il sentait des ondes invisibles dans l'air. Son visage était levé,
non pas vers un son, mais vers la lumière qui entrait par la fenêtre. Sandrine s'avança lentement, ne voulant pas l'effrayer. « Mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» Léo tourna la tête. Mais cette fois, il ne fit pas que tourner. Il le fit en la regardant. En la regardant. Ses yeux, autrefois éteints, sans éclat, perdus dans le néant, semblaient fixer quelque chose. Pas entièrement, pas avec précision, mais avec une clarté nouvelle, une direction exacte, vers elle. Sandrine resta figée. Elle ne respirait plus. « Maman !» murmura Léo, la voix brisée. « C'est toi !» Sandrine sentit le monde entier s'effondrer et se reconstruire en même temps. « Que as-tu dit, mon fils ?» demanda-t-elle, tremblant de la tête aux pieds. Léo fit un pas vers elle, puis un autre, lent, incertain, comme si chaque mouvement était une découverte. Arrivé juste en face de sa mère, il leva la main et l'approcha de son visage, mais cette fois, non pas pour l'apercevoir au toucher, mais pour confirmer ce qu'il voyait. Ses doigts touchèrent la joue de Sandrine, et l'enfant laissa échapper un sanglot rempli d'émerveillement. « Je peux te voir, » murmura-t-il. « Pas tout, mais... »« Je peux te voir, maman. » Sandrine tomba à genoux. Un pleur profond, déchirant, s'échappa de sa poitrine. Ce genre de pleur qui n'apparaît que lorsque quelque chose de si impossible se produit que cela brise toutes les défenses, toutes les murailles, toutes les peurs que l'on a construites pendant des années. Elle le serra fort contre elle, avec un mélange d'incrédulité et de foi qui la brûlait de l'intérieur. Hugo, qui avait tout entendu depuis le sol, s'approcha aussi. Ses yeux, bien qu'encore confus, cherchaient la direction des voix, comme s'il commençait lui aussi à sentir quelque chose approcher de ce monde qu'il n'avait jamais connu. Ils s'étreignirent tous les trois sur le sol du salon, une mère tremblante, un fils voyant pour la première fois, l'autre sentant que bientôt, il le pourrait aussi. C'était un moment qu'aucun mot ne pouvait décrire. Sandrine ne savait pas si c'était un miracle, si c'était la science, si c'était quelque chose qui échappait à toute logique humaine. Mais elle savait une chose, ses enfants étaient en train de changer, et ce matin-là, pour la première fois depuis des années, l'obscurité laissait entrer un rayon de lumière. Après ce premier moment où Léo réussit à voir le contour du visage de sa mère, la vie dans la maison changea d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Le monde, qui était auparavant un lieu de son et de texture, commença à s'ouvrir lentement, comme un rideau qui laisse passer la lumière pour la première fois après des années d'obscurité. Léo était excité, mais aussi dépassé. Voir, même partiellement, signifiait affronter quelque chose de complètement inconnu. Il ne comprenait pas les formes, ne saisissait pas les couleurs, ne savait pas donner de sens à ce qui apparaissait devant ses yeux. Parfois, il riait de joie, d'autres fois, il pleurait parce que la quantité de stimuli le submergeait. Hugo observait tout depuis son coin, sans jalousie, sans tristesse. Son frère expérimentait en premier ce que lui ne pouvait pas encore, mais il sentait dans sa poitrine, dans ses mains, dans sa respiration, que quelque chose s'éveillait aussi en lui. Ce n'était pas une vision complète, mais c'était un début, une vibration différente, un picotement derrière ses paupières closes. Sandrine faisait ce qu'elle pouvait pour les guider, bien qu'elle aussi apprenne à vivre dans un monde nouveau. Les jours se transformèrent en une sorte d'entraînement improvisé. Léo suivait chaque geste de sa mère avec une concentration intense. Il essayait de comprendre ce qu'il voyait. « Maman, quand tu bouges, pourquoi changes-tu de taille ?»« Je ne change pas de taille, mon amour, » répondait Sandrine en retenant son émotion. « Je suis juste plus près ou plus loin. » L'enfant clignait des yeux, confus. « Mais tu as l'air d'une autre personne quand tu es loin. » Sandrine souriait, les larmes aux yeux. « C'est normal, tu es en train d'apprendre. » Les objets du quotidien devinrent également d'énormes défis. Une tasse, pour lui, était un son et un contact froid dans ses mains. Maintenant, il devait l'associer à une forme, une couleur, un espace environnant. « Ceci est la tasse », expliquait Sandrine. « Ça ?» demandait Léo en la touchant d'abord, puis en la regardant. « Oui, ça. » Hugo écoutait attentivement, répétant mentalement tout ce que son frère apprenait, comme s'il préparait son esprit au moment où ce serait enfin à son tour d'ouvrir les yeux sur le monde. Et peu à peu, son tour arriva. Pas d'un coup, pas comme pour Léo, mais il arriva. Un jour, alors qu'il jouait par terre avec des pièces en bois, Hugo leva la tête et la dirigea vers une ombre qui bougeait sur le mur. C'était la silhouette de Sandrine,
projetée par la lumière qui entrait par la fenêtre. « Maman, il y a quelque chose là, dit-il d'une voix tremblante. Sandrine s'approcha. « Qu'est-ce que tu vois, mon chéri ?» Hugo hésita. « Je ne sais pas, mais ça bouge et ça change de forme. » C'était une ombre, une simple ombre, mais pour lui, c'était le début du miracle. Sandrine sentit son cœur se remplir d'un mélange si intense de joie et de peur qu'elle dut s'asseoir. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par l'émotion, pas à ce moment-là. Les progrès s'accélérèrent. Léo commença à distinguer les couleurs de base, même s'il ne les nommait pas toujours correctement. Hugo se mit à réagir aux lumières, aux éclats et aux grands mouvements, bien que sa vision soit encore floue, confuse, pleine de vide. Mais elle était là, elle existait. Les deux enfants passèrent d'une vie dans un monde sonore à une vie remplie de formes qu'ils ne comprenaient pas encore. Et l'adaptation ne fut pas facile. Il y eut des nuits où Léo pleurait parce que la lumière le fatiguait trop, parce que sa tête lui faisait mal à force d'essayer de donner un sens à tout, parce qu'il y avait des choses qu'il entendait parfaitement mais ne pouvait pas voir, et d'autres qu'il voyait mais ne parvenait pas à interpréter. Il y eut des nuits où Hugo se réveilla effrayé parce que tout était trop grand, parce que l'ombre d'un meuble ressemblait à un monstre, parce que la lumière qui entrait par la fenêtre semblait briser l'obscurité qu'il connaissait si bien. Sandrine était là, à chacune de ces nuits, les serrant dans ses bras, les caressant, leur murmurant qu'ils étaient en sécurité, que rien de mal n'arriverait, qu'ils apprenaient quelque chose de merveilleux. « C'est normal d'avoir peur, disait-elle. Vous découvrez le monde pour la première fois. » Et elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de voir, mais d'apprendre à vivre d'une autre manière. Lorsqu'ils purent enfin obtenir une nouvelle évaluation du professeur Lamarck à Paris, les médecins furent tout aussi déconcertés que le docteur Dubois. Tomographie, études neurologiques, analyse de l'activité oculaire, tout montrait quelque chose d'impossible. « Il n'y a aucune explication scientifique, » dit le spécialiste en regardant Sandrine droit dans les yeux. « Il n'y en a pas. Vos enfants avaient des circuits visuels inactifs, et maintenant ils fonctionnent. Lentement, oui, mais de manière réelle. » Sandrine sentit que ces mots pesaient comme un coup doux mais dévastateur. Ce qui se passait ne pouvait être enfermé dans un diagnostic. Le spécialiste continua. Peut-être qu'ils n'auront jamais une vision parfaite, peut-être qu'il y aura toujours des limitations, mais ce qu'ils développent est extraordinaire, tout simplement extraordinaire. Le mot résonna de nouveau, comme la première fois, et cette fois, Sandrine ne le rejeta pas. Les jumeaux commencèrent à aller dans une école spécialisée. Là, ils apprirent à identifier les couleurs, les formes, les distances. Ils apprirent ce qu'était un dessin, une ligne, une lettre. C'était difficile, oui, très difficile. Mais c'était aussi magnifique de voir comment chaque fragment de vision leur apportait une joie nouvelle. Et chaque après-midi, Sandrine les regardait courir, encore avec prudence, rire, pointer du doigt, avec leurs petites mains, des choses dont ils ignoraient même l'existence auparavant. « Ça, c'est rouge. Regarde, un oiseau, maman. Cet arbre est énorme. » Et chacune de ces phrases était une victoire, un cadeau, un miracle. Sandrine, qui avait renoncé à l'espoir tant d'années auparavant, vivait désormais le cœur rempli de quelque chose de nouveau. Elle n'osait pas l'appeler la foi, mais c'était quelque chose qui y ressemblait beaucoup. Car au plus profond de son âme, elle savait qu'elle devait faire quelque chose, les ramener à l'endroit où tout avait commencé, devant la Vierge. Et cet instant se rapprochait de plus en plus. Sandrine savait que tôt ou tard, elle devrait y retourner. Pas par obligation, ni par superstition, ni même par foi. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait grandi en elle depuis la première fois qu'elle avait vu Léo fixer son visage, depuis la première ombre qu'Hugo avait réussi à distinguer, depuis cet instant où l'obscurité qui avait accompagné les jumeaux toute leur vie avait commencé à se briser. Elle n'en parla pas tout de suite aux enfants. Elle ne voulait pas qu'ils s'imaginent quoi que ce soit, ni qu'ils associent ce qui leur arrivait à quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer avec des mots. Mais un matin, alors qu'ils préparaient leur sac pour l'école, Léo pointa du doigt la fenêtre. « Maman, est-ce qu'on va y retourner un jour ?» demanda-t-il, comme s'il avait lu une pensée que Sandrine n'avait pas prononcée. « Retourner où, mon chéri ?»« À cet endroit où on a pleuré tous les trois, » répondit Léo. « Où on a touché la dame blanche. » Hugo leva la tête, alerte. « Oui, cet endroit. » Sandrine sentit un frisson lui parcourir le dos. Non pas parce qu'elle avait peur,
mais parce qu'elle comprit qu'eux aussi en avaient besoin, même s'ils ne savaient pas encore comment l'expliquer. Oui, leur dit-elle. On va y retourner. Les jumeaux sourirent, sans comprendre que ce jour marquerait quelque chose de plus grand qu'une simple promenade. Quand ils arrivèrent, le temple semblait exactement le même que la première fois. Les mêmes pierres grises, la même porte lourde, le même arôme d'encens qui s'échappait comme un murmure de l'intérieur. Mais pour Sandrine, pour Léo et pour Hugo, tout était différent. Ils n'étaient plus les mêmes que ceux qui étaient entrés cet après-midi-là. Ils n'étaient plus les mêmes qui avaient pleuré devant la statue de marbre. Maintenant, ils marchaient vers un lieu qui avait changé le cours de leur vie sans que personne ne puisse l'expliquer. En entrant, les lumières de l'église filtraient à travers les vitraux, teintant le sol de couleurs douces. Les jumeaux s'arrêtèrent un instant, désorientés et émerveillés. « Maman, il y a des couleurs par terre !» dit Hugo en pointant maladroitement les reflets rouges et bleus. Sandrine dut couvrir sa bouche de sa main pour contenir le sanglot qui menaçait de sortir. Elle les conduisit lentement vers l'allée latérale, la même où ils avaient marché la première fois. Léo reconnut l'écho de leurs pas. Hugo avançait avec précaution, suivant la vibration de la lumière qui se déplaçait sur les murs. Et juste avant d'arriver à la niche, ils s'arrêtèrent tous les deux, comme si un souvenir invisible les tirait. La statue était là, intacte, sereine, avec le même manteau de marbre blanc, le même visage de paix éternelle, les mêmes mains tendues en avant comme pour inviter à s'approcher. Mais maintenant, les enfants pouvaient la voir. Léo fit un pas en avant. Ses yeux, encore pleins d'imperfections, se posèrent sur la figure. Il confondit d'abord les lignes, puis cligna des yeux plusieurs fois pour éclaircir ce qu'il regardait. Hugo, à côté de lui, inclina légèrement la tête pour capter la forme générale, comme si le monde entier se réorganisait devant lui. « C'est elle », murmura Léo. « La dame blanche. Mais maintenant, je la vois un petit peu. » Hugo tendit la main, mais pas pour la toucher comme avant. Cette fois, c'était pour confirmer ce que ses yeux, pour la première fois, tentaient de dessiner. « Elle est jolie », murmura-t-il. Sandrine tomba à genoux, sans pouvoir s'en empêcher. Non pas parce qu'elle cherchait un geste religieux, mais parce que le poids de tout ce qu'elle avait vécu, subi, craint et remercié se rejoignit dans sa poitrine d'une manière qui lui fit perdre toute force dans les jambes. Les jumeaux s'approchèrent d'elle, la serrant dans leurs bras sans comprendre pleinement l'ampleur du moment. Sandrine posa une main tremblante sur la base froide de la statue. Elle ferma les yeux, laissa le silence l'envelopper. Elle n'avait pas de discours préparé, ni de prières apprises, ni de mots corrects. Elle n'avait qu'un murmure qui lui sortit de l'âme, simple, direct, sincère. « Merci. Quoi que vous soyez. Merci pour ça. » Elle ne demanda rien de plus, n'exigea pas de réponse, ne chercha pas d'explication. Elle remercia seulement. Léo posa sa petite main sur celle de sa mère. Hugo fit de même, et pendant quelques secondes, ils restèrent tous les trois là, devant la statue, laissant ce moment s'imprimer dans leur vie. Quand ils se levèrent enfin, les jumeaux sortirent sur le parvis en courant maladroitement, pointant du doigt les oiseaux qui traversaient le ciel, les fleurs près des escaliers, les ombres projetées par les arbres. « Regarde, maman, elles sont jaunes. Et celles-là sont grandes. Et ce nuage ressemble à une montagne. » Sandrine les suivit lentement, observant chaque geste, chaque découverte, chaque éclat de leur nouvelle réalité. Et sans avoir besoin de mots, elle comprit quelque chose qui lui apporta une paix immense. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, des choses que la logique ne peut pas contenir, des choses qui arrivent simplement quand elles doivent arriver. Les jumeaux avaient vécu toute leur vie dans l'obscurité, et maintenant, pour des raisons que personne ne pouvait comprendre, ils voyaient le monde. Sandrine prit une profonde inspiration, le cœur plein, immense, libéré. Elle ne savait pas si c'était un miracle, mais elle savait que c'était réel, et c'était suffisant.